Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans votre trio économique. J'annonce tout de suite que je ne participerai pas à la partie Patreon. Vincent veut parler de souveraineté. Est-ce que je suis capable? J'exagère. Je suis capable. Je voulais juste faire fâcher Yann. OK, c'est beau. Je te rassure. OK, je vais rester d'abord. Je vais rester. Donc, non, on parle d'huîtres. Ça va bien que le sujet du pré-show. Ben, c'est sûr, j'allais dire, on a déjà commencé. Et vous ne saurez pas c'est quoi. Ben là, tu lui donnes un bon indice, d'après moi. Ah, si que t'as pas de classe, ça n'a aucun sens. Bon. On parlait pas de ça, mais je comprends le lien, là. Tu me lèves le cœur comme faut, Chris. C'est que t'es... Ben, il y a toujours... Gamin. Gamin, Chris. Gamin, c'est en bas de 12 ans. Là, t'es quelque part entre 15 et 18. Oh, yes, Yann. Mais il y a toujours eu un aspect culinaire là, à ce podcast-là, quand même. Il y a multiples références au steak and egg puis tout. Donc, c'est ça. Les huîtres. Last week, it was the booze. Now, it's the oyster. Yep. Ben, écoute, c'est des choses qui vont ensemble. La vodka puis des huîtres, c'est un excellent mélange. C'est un excellent mélange. Donc, mais il y a une raison. Je veux parler. Oui, il y a une raison. On ne parle pas juste des huîtres parce que c'est un sujet. Pas juste pour ça, là, mais c'est parce que c'est une bonne illustration de ton fameux Geloso Tree. Fait que je te laisse le rappeler parce que c'est au cœur du nouveau bouquin, en passant aussi. On le rappelle, autour du libéralisme en 80 idées. Merci. Donc, procurez-vous ça sur Amazon. C'est pas une suggestion, c'est un ordre. C'est un ordre, carrément. Là. Si vous êtes un fan du podcast et de Yann et Frank, vous devez avoir ça dans votre bibliothèque. J'essaie de convaincre mon plus vieux de le lire. Là. Le titre alternatif, c'est Comment humilier un partisan de l'IRIS. Mais... Hey man, j'ai-tu vu vraiment qu'il y a des gens qui essaient de contre-argumenter un de nos shorts sur YouTube aujourd'hui en citant des études de l'IRIS? Oui, c'est pour ça que je n'ai même pas répondu, en fait. Okay, c'est comme... Let them talk. De quoi, au juste? Ouais, c'est ça. Let them talk. Donc, c'est ça. Fait que... Je suis sûr qu'il y avait beaucoup de chiffres là-dedans. Tous incorrects, mais il y avait des chiffres peut-être. Ouais. Non, écoute, Geloso Tree, là, on va le rappeler pour les gens. Geloso Tree, c'est pour vrai, je pense. Puis c'est pas les gens vont penser que c'est un truc libéral, que ça va venir juste à des résultats libertariens. Mais non, en fait, c'est une manière de penser pour éviter de faire des erreurs. Puis tu peux être un social-démocrate puis débarquer à différents niveaux, mais c'est juste une chaîne de pensée. Puis ça commence en disant, est-ce que vraiment ce que tu décris, c'est un problème? Si c'est pas un problème, on s'en calisse. OK? L'État n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Après ça, si vraiment c'est un problème, c'est est-ce qu'il y a des solutions privées? S'il y a des solutions privées, l'État n'a rien besoin de faire. Si la réponse est non, il n'y a pas de solution privée présentement, c'est est-ce qu'il y a des barrières à l'action privée? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'État fait qui empêche au privé de résoudre ou la société civile de résoudre le problème? Si c'est oui, ben enlève les hosties de barrières. Ouais. Si la réponse c'est non, ben là, il faut que tu poses la question, est-ce que la solution que tu proposes est pire que le problème? Parce que des fois, ça arrive, hein? C'est pas parce qu'il y a un problème que c'est un chèque en blanc. C'est pas parce que la porte patio, le moustiquaire dessus est dysfonctionnel que tu dois décalisser à la maison. Référence à une conversation qu'on vient d'avoir avec Yann. Tu ne décrises pas une maison pour ça. La réponse, c'est peut-être c'est pas la bonne solution. Puis c'est seulement si la solution clairement n'empire pas le problème que là, tu peux ajouter l'action de l'État. Puis
Tu peux être un social-démocrate, suivre le Gilles Tree, puis débarquer peut-être au Avoir l'air point intelligent. 3, ou tu peux t'arrêter à un certain point puis dire non, c'est juste, je pense que c'est pas correct empiriquement, c'est plus vrai, ou peut-être que tu sous-estimes l'ampleur du problème. Tu peux débarquer n'importe où. Mais c'est juste que tout le monde est sur le même terme de conversation, puis ça crée Ouais, un puis avantage. je pense que c'est important de dire aussi parce que souvent, tu sais, quand on dit privé, là, les gens ont une conception, des fois, je trouve. C'est le profit. Non, mais ils ont une conception très limitée. Privé, ça veut juste dire non étatique, là. Oh, ouais, c'est. Non gouvernemental. Tu sais, un organisme communautaire où il y a 10 personnes qui travaillent dedans pour aider du monde, c'est privé. Avec du Ouais. personnel non syndiqué. C'est privé. Vous faites de quoi pour vous-même, c'est une action privée. Tu sais, on dirait que puis quand on parle de ça, des fois, les gens ils s'imaginent juste la Privatisation. multinationale avec un espèce de despote assoiffé de profit au bout de ça. T'es comme, mais le privé, ça veut juste dire que c'est pas l'État qui le gère. Exactement. Puis c'est pour ça que C'est- tu remarqueras que les auditeurs vont avoir spoté que je dis tout le temps le marché et la société civile. Société civile, c'est un plus gros set que juste le marché. C'est la famille, c'est les organisations communautaires, c'est les églises, c'est peu importe le tissu social que tu veux générer. On va utiliser le beau mot des gauchistes, le tissu social. C'est ça. C'est tout ce qui est ta vie sociale dans toutes les associations que tu peux exister, syndicats, whatever, I don't give a shit. Tu peux le définir le plus largement possible. C'est juste tout ce qui n'est pas un État. Ouais, pour bien des gens de privé, c'est Dr. Robotnik dans Sonic. Puis tout ça. Ben, c'est Picsou, là. Et tu Ouais, te dis, mais c'est parce que, je veux dire, OK, là, mais c'est parce que si vous le définissez de même, je peux comprendre, là. Monsieur Mais Burns. Ah, mais Picsou, j'ai jamais compris pourquoi c'était lui on présentait de manière atroce. Picsou, il dit il faut que tu épargnes. Il y a un épisode que c'est il faut pas imprimer de l'argent. Parce que ça crée de l'inflation. Ben Puis oui, il faut c'est que tu génial. travailles pour épargner. Chris, il me semble que c'est tout à. Je me dis, il faut épargner. Mais tu sais, la raison pour laquelle je le disais tantôt, c'est que je me disais, ben, je veux dire, même quelqu'un qui est assez à gauche pourrait être d'accord avec bien des affaires qui sont là-dedans, dans le sens que tu peux dire que, ben, mettons, il y a un problème. On va dire l'itinérance. OK. Bon, est-ce que l'action de l'État empire le problème? Moi, je pense que souvent, oui, là. Moi, je Ouais. pense souvent, oui. Il met des barrières à la construction, met toutes sortes de règlements X, Y, Z. Ben, est-ce qu'il y a des solutions privées à ça? Oui. Il y a des organismes qui viennent en aide aux personnes qui sont en situation d'itinérance. Puis, à mon avis, sont plus efficaces que le gouvernement. Ouais, Ton puis tu travailleur peux de rue, veux-tu qu'il travaille pour un organisme communautaire ou tu veux qu'il travaille pour le gouvernement? Oui, puis en plus, une personne de gauche pourrait répondre quelque chose à ce qu'on vient de dire, Frank, sur l'exemple du logement. Il pourrait dire, ben, les gens qui sont sans-abri ont des problèmes de santé mentale, puis c'est pas juste la construction qu'il faut faire ça, fait qu'il faudrait aussi, peut-être, avec la déréglementation, mais aussi dépenser plus sur les soins en santé mentale. Puis là, on serait dans la même conversation, on serait peut-être pas d'accord sur c'est quoi la bonne manière de faire, mais regarde qu'on reste dans la même conversation. Puis on pourrait même être d'accord que tu accompagnes une déréglementation de Ton la travailleur de rue, construction. Vincent, qui travaille pour l'État, puis le travailleur de rue qui travaille pour un organisme communautaire, lequel des deux remplit le plus de paperasse? Les deux. À ce Non, stade-ci, présentement, le communautaire a été malheureusement entièrement subsumé par l'État. Puis c'est vraiment triste, je non, pense. mais c'est ceux du public. Ah, tu parles dans un cas plus de plus. papier, là. Tu parles d'un cas idéal, là, où est-ce que l'État n'a pas. Hey, moi, le cas idéal, le travailleur de rue, il remplit pas de papier. Là. OK, parfait. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pensais que tu parlais dans le cas présent. Je pense qu'ils ont tellement subsumé qu'il n'y a plus vraiment de différence significative, tellement qu'ils l'ont. Tu sais, je veux dire, l'État réglemente beaucoup les non-profits, mais à un point que c'en est ridicule. Puis qui les empêche de faire leurs activités. Ben, ça, tu as dit, garde, le privé, il échoue. Ah oui. C'est sûr que si tu lui mets des bâtons dans les jambes, peut-être que. Ouais, si tu l'empêches de réussir, il y a des bonnes chances qu'il échoue. Ouais. Si 40 de son temps est là pour remplir les demandes de subvention, je pense qu'on passe à côté du but. Là. Ouais. Ah non, Ben, c'est écoute, ça. ben, fait que là, moi, Et c'est quoi le lien avec les huîtres? Ben, c'est shellfish en anglais, là. Puis il faut qu'on fasse un peu d'histoire. Fait que l'histoire commence vraiment, puis c'est en Angleterre. Là. Fait qu'on va faire l'histoire des huîtres un peu en Angleterre. Vous allez comprendre un problème. Fait qu'on va faire un vrai problème du Jello Tree. Puis on va voir c'est quoi la solution qui a émergé, puis comment finalement il y avait une solution privée qui a existé avec une forme de partenariat public-privé. Puis ça, c'est basé sur un article
que je viens d'envoyer à un journal. Fait que, en Angleterre, à Londres, fin des années 1850, tu as ce qu'on appelle le Great Stink. Les égouts de Londres sont tellement vétus, désuets, qu'il y a fréquemment des refoulements et ben, tu as de la merde partout, puis ça crée des immenses problèmes de santé publique. Comme à Montréal aujourd'hui. Mais il faut juste rappeler aussi, Vincent, que pour ceux qui ne le savent pas, là, pour ceux qui le savent pas, si vous regardez des vieilles cartes de Londres, là, Londres a été essentiellement remblayée. Là. Parce qu'à la base, c'est comme il y a de l'eau partout, en fait, dans la ville. C'est pour ça qu'il y a des inondations majeures dans des bonnes parties de Londres. C'est qu'en fait, Londres, c'est traversé par des rivières souterraines qui ont été comme enterrées. Et donc, il y a toujours eu un problème d'égout là-bas. Oui, puis les égouts se détériorent très, très vite. Il y a énormément de dommages qui sont faits. Il y a beaucoup de maintenance. Quelqu'un me disait qu'en fait, Londres toutes les villes en Angleterre fait beaucoup plus de maintenance que d'autres villes, juste parce que le problème est particulièrement prononcé étant donné des aspects morphologiques du territoire. Là. Mais tu as eu... En 1850, les changements climatiques, c'était pas bon pour Londres. À cette époque-là, tu étais à la fin d'une période de refroidissement là, que tu as eu. Là, les problèmes d'égout, c'est pas causé par les changements climatiques? À cette époque-là, peut-être que c'était trop fret, puis que la marge gelait à un point, puis là, le reste s'ajoutait en top. Fait que là, ils ont mis un trottoir éponge. C'est ça, exactement. C'était la solution. C'est ça, j'étais sûr. C'est la grande solution à Valérie Grade 1850. Mais le Great Stink, l'image que je mets en haut à droite... Le Great Stink. J'ai l'impression qu'on va dire ça de Montréal dans pas long. Ben, j'aimerais ça que ça pointe, parce que c'est quand même vrai. Mais le Great Stink, ça crée un énorme scandale. À l'époque, les gens avaient encore la théorie des humeurs, où est-ce que l'air crée des maladies. Appelez ça comment? La théorie des humeurs? Oui, en gros, la théorie des humeurs, c'est l'idée que si tu as dans l'atmosphère autour de toi des mauvaises choses, donc, tu sais, la mort a une odeur, la merde a une odeur, ben ces odeurs-là vont te rendre malade. C'est la théorie des humeurs. Le microscope n'avait pas été inventé encore. Je pense que les premiers microscopes avaient émergé un petit peu, je pense, autour de ce moment-là. Mais clairement, il n'y a pas de technique de laboratoire très sophistiquée, mettons. En fait, le sens contemporain de humeur découle de ça. Tu sais, quand on dit t'es de mauvaise humeur, là, ben ça a rapport avec ça, parce que l'humeur était comme quelque chose dans le corps qui fait que... D'environnemental. D'environnemental, qui fait que un peu comme l'expression... Un peu comme l'expression de dire « il a la bosse des maths ». Ça vient d'une ancienne science qui étudiait la forme du crâne pour savoir... Ah, ça, je savais pas ça. Oui, je savais pas que ça venait de là. Oui, j'oublie le nom, là, mais t'as une ancienne pseudo-science là, aujourd'hui qui étudiait les formes du crâne pour dire ben, si tu as la tête de telle forme, tu es probablement tel type d'intelligence et autres. Puis avoir la bosse des maths, ça vient de là. On pensait qu'il y avait une bosse précise dans le crâne qui faisait que tu étais bon en maths. C'est quand même incroyable. Fascinant. L'être humain est une créature vraiment fascinante. Puis des fois, comment il y a toujours des petits morceaux de passé qui traînent même dans le présent, puis on ne le sait pas. Preuve de notre point qu'on fait fréquemment, la différence entre certaines personnes et nous, c'est que nous, si on voit une clôture au milieu de nulle part, on se pose la question. Quelqu'un l'a mis là pour une raison. Quelle est cette raison? L'autre personne dit on devrait l'enlever. Ben, nous, on dit, peut-être qu'il y a une raison que certains termes survivent, peut-être qu'ils convoient une information pertinente. Mais la réponse au Great Stink, là, pour revenir au cru du sujet, c'est que ça a été un scandale, les journaux en parlent. Faut que tu comprennes qu'à l'époque, la plupart des Anglais, la quasi-totalité des Anglais savent lire. Bon, il y a un alphabétisme fonctionnel, mais c'est une des sociétés avec le plus haut taux d'alphabétisation dans le monde. Et ça inclut des gens des classes populaires qui sont donc capables de comprendre ou au moins de lire en groupe, ou des fois, il y a des public readings. Donc, ça circule. Là. Cette chose-là, c'est un gros scandale. Il y a probablement des journaux à cette époque-là. Il y a énormément de journaux. Londres Londres et New York sont les grandes villes de l'impression. On oublie énormément ça. Ouais, phrénologie, c'est ça le terme. Je cherchais dans ma tête. Au début des années 1800, là, c'était juste pour le dire aux gens qui se demandaient c'était quoi. Là. Mais tu vois, regarde, on séparait le crâne
On associait des. Mais tu sais, il y a quelque chose qui n'est pas C'est complètement. spécial pareil. Hein? Il y a quelque chose qui n'est pas complètement con, dans le sens que c'est les débuts de l'étude du cerveau. On avait assumé qu'il y avait Oh, des oui. régions de la tête qui correspondaient à des facultés. Ça a l'air ridicule de penser que les maths sont reliés à une bosse. Là. Mais tu vois, Mais mais si ça, tu y penses, c'était quand même le début de quelque chose pareil, de dire, ouais, certaines facultés sont liées à des zones. Ben, tu vois qu'il y a quelque chose, là, tu me forces à commenter, là, t'es pas correct, mais que il y a beaucoup de théories qui sont pas vraies, mais qui ont assez d'apparence de vrai pour que les gens y adhèrent pendant au moins un moment. Parce que les gens, ils vont par corrélation, ils vont voir des choses. La corrélation a un certain lien avec la réalité, mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont confus causation et causalité. La théorie des humeurs, là, il y a plusieurs trucs qui viennent avec des mauvaises odeurs, qui viennent avec quoi? Ben aussi des maladies contagieuses, oui. puis des bactéries. Il y a une certaine corrélation. La Elle est pas forte. putréfaction quand il y a de l'infection, puis tout ça. Là. Il y a une certaine puis il y a des fois, corrélation entre ce que tu pourrais appeler, ce que la théorie des germes peut expliquer et ce que la théorie des humeurs pourrait expliquer. Ben, il y a un overlap, il est clairement très petit, mais suffisamment grand pour que les gens qui ne sont pas au courant de la théorie des germes sont capables de dire ah, ben, tu sais, ça quand même, c'est pas impertinent en soi si on ne sait pas, si on n'a pas une meilleure information. Mais les gens utilisent ça tant et aussi longtemps que c'est le meilleur de la gang. C'est le fun aller dans ces trucs-là parce que ça te donne un peu d'humilité aussi sur. Des fois, on pense qu'on sait tout en 2025, puis on n'arrête pas de découvrir des nouvelles choses. Mais on oublie qu'on se trouve niaiseux comme humanité dans le passé quand on remonte dans le temps. Hier, j'écoute un petit vidéo sur Lavoisier, l'expérience qu'il fait pour recréer de l'eau. Là. Mais tu sais, jusqu'à cette expérience-là, ou à peu près, on pensait que les éléments, il y en avait 4. Là. C'était l'eau, le feu, l'air et la terre. Là. Tout était constitué de ces 4 éléments-là. Et à un moment donné, lui, ce qu'il a démontré, c'est que non, il y a de l'hydrogène d'un bord, il y a de l'oxygène de l'autre. Je vais peser tout ça, je vais mixer ça avec un peu d'électricité, puis pouf, il y a de l'eau qui va tomber. Puis si tu pèses la quantité d'eau, puis tu pèses la quantité d'oxygène, la quantité d'hydrogène, ben là, tu te rends compte que rien ne se perd, rien ne se crée. Là, tu es là, tu te dis, crime. L'expérience qui a monté, là, ça a coûté une fortune en équipement de créer cette expérience-là. C'est une expérience qui est super connue maintenant à cause de ça. Mais tu es là, tu te dis, c'est comme banal pour nous autres de savoir que H2O, c'est 2 atomes d'hydrogène puis 1 d'oxygène. Si t'en veux encore plus débile, tu checkeras celui sur le physicien italien. C'est quoi en français? Physiciste? Physicien. Physicien, détais-tu? OK. Le physicien qui a découvert exactement la vitesse, le premier calculation de la vitesse de la lumière. Ah oui, cool, avec l'engrenage, là. Ah ouais, malade, cette expérience-là. Grosso modo, ce que Vincent dit, c'est il y a un rayon de lumière qui fesse dans un miroir, genre 8 km plus loin, puis qui revient, puis qui est détecté, puis on fait spinner une roue avec des engrenages, puis en tout cas, c'est vrai, le calcul est juste malade, puis le gars, il est arrivé crissement proche de la bonne réponse. 1% de la bonne réponse. C'était malade. 1% de la bonne réponse. Puis en fait, il y a des gens qui m'ont expliqué après, quand j'ai appris ça, que la raison, en fait, qu'il était à 1%, c'est parce que la vitesse de la roue n'était pas stable. Il y avait des mini-fluctuations, des oscillations dans la vitesse, parce que la roue avait une forme non uniforme. Donc, elle avait des frictions à certains moments. Et si tu ajoutais un minimum de friction, tu éliminais l'erreur. C'était littéralement un truc. Il n'avait juste pas pensé à qu'est-ce qui arrive si la vitesse de la roue n'est pas uniforme. Parce que c'est 299 000 quelque chose mètres par seconde. Là. Essayer de mesurer ça, là, c'est débile. Comment que j'arrive à faire ça? Le gars, il a trouvé une solution, c'est genre 200-300 ans. C'est vraiment incroyable. Mais c'est Lavoisier, ce que tu racontais, Yann, juste pour le dire aux gens, il est reconnu Lavoisier comme étant un de ceux qui a découvert l'oxygène, en fait, là, à la base. Et l'idée, l'expérience, en fait, est assez cool. C'est l'autre expérience, c'était de dire, parce que dans le temps, les gens, ils ne savaient pas comment expliquer pourquoi quelque chose peut brûler. Pourquoi, quand tu mets en feu, il y a des choses que tu peux faire brûler, des choses que tu peux pas faire brûler. Et il y avait l'explication de l'époque, c'était de dire, il existe un genre de substance qui est dans les choses, et ça, c'est inflammable, dans le fond. Quand tu mets, comme s'il y avait, mettons, de l'essence, je le vulgarise beaucoup, là, mais. Et lui, et le test qu'il a fait, Lavoisier, il a dit, si c'était vrai, ce que vous dites,
ça voudrait dire que lorsqu'on pèse des choses qui ont brûlé ou qu'on a fait chauffer, ils vont peser moins un coup que tu les as fait brûler qu'avant. Et ce que tu observes, c'est que quand tu fais chauffer du métal, il est plus pesant. Certains métaux, quand tu les fais chauffer, sont plus pesants après qu'avant. Donc, il disait, votre truc ne marche pas, sinon ça voudrait dire que la substance en question, elle s'est évaporée, elle a été consommée par les flammes. Là, c'est là qu'il est mis l'hypothèse que, justement, c'était quelque chose comme l'oxygène qui faisait que s'il n'y a pas d'oxygène, ça ne brûle pas. Fait que, on réalise pas jusqu'à quel point que les techniques archaïques pour faire ces découvertes-là ont été réalisées par des génies. Là. Je veux dire, avec les moyens du bord, trouver le moyen de calculer la vitesse de la lumière, trouver le moyen de démontrer que l'eau peut se constituer de 2 gaz. Sérieusement, c'est spectaculaire quand tu y penses. Puis de revenir en arrière avec des trucs comme ça, là, quand Vincent nous explique des affaires, on va parler des huîtres ou tout ça, puis il part avec le Great Sting, puis là, les égouts, puis Christy, c'est comme... C'est cool, là, c'est vraiment le fun. C'est une preuve que le trio économique, c'est le podcast avec... pour 3 colons, on est très éduqués. Pas si pire. Fait que là, ça sent la marde. Ben, ça sent la marde, mais en même temps, à l'époque, il y a aussi un début de compréhension du lien entre les eaux et les maladies. Tu as même une expérience connue, les économistes la connaissent, c'est un gars qui a découvert qu'une place où il y a une station de pompage qui a été établie à Londres, les maladies qui étaient, certaines maladies comme la fièvre typhoïde et le choléra, pas le choléra, il y en a un autre, anyways, j'oublie, là, mais le typhoïde a complètement écrasé. Puis le typhoïde, c'est une maladie qui se propage largement par des eaux qui contiennent de la salmonelle. Et ils ont réalisé, les 2 places étaient pareilles avant, où il y avait des différences relativement stables. Puis là, on a mis la station de pompage, puis là, ça a baissé. Bien là, les gens ont comme cliqué qu'il fallait faire des investissements massifs. À Londres, tu as une série d'infrastructures, pas juste des aqueducs, des stations de pompage, de déversement, des renouvellements d'égouts. Et c'est vu, en fait, comme à l'époque, les libéraux classiques de l'époque disaient que c'était vraiment une des fonctions de l'État. L'État doit faire ça. Fait que, tu peux lire des John Stuart Mill, puis ils vont dire là, que c'est dans l'essentiel de l'État, puis l'État prend en charge ça, les villes le prennent. Puis ce que tu as, c'est. Puis là, je montre des images des stations de déversement. Donc là, ce que tu as des points, c'est des points de déversement en haut, à gauche. En bas, au milieu, tu as la construction des sites. Puis tu vois, c'est gigantesque. Là. Ça prend la proportion. C'est un gros projet. C'est comme, en termes de proportion de l'économie, c'est à peu près aussi important que de construire, genre, toutes les infrastructures de métro qu'il y a eu à Montréal dans les années 60. Là, en termes de déplacement de territoire, c'est gigantesque. Puis en bas à droite, c'est une des stations de pompage dans, j'oublie quel quartier, je pense Poplar, quelque chose comme ça. Mais tu vois que c'est très élaboré. Puis ils ont été, plus tard, tu vas voir que même certaines anciennes stations de pompage sont proches des stations de métro. C'est vraiment, vraiment super sophistiqué. Puis juste, si tu veux montrer la carte avant, là, pour ceux qui sont à l'audio, ce que je montre, c'est une carte de Londres, mais en fonction de ces main docks, les endroits, les places où est-ce que tu te sers pour aller déverser l'eau. Et l'eau est déversée directement par des infrastructures hyper sophistiquées dans la Tamise, donc la Thames en anglais. Et là, tu as énormément de déversements et ça permet à la ville de Londres d'exploser parce que les gens savaient que Londres était dégoûtante. L'arrivée de l'eau courante, parce que ça venait aussi avec l'eau courante, puis du traitement des eaux, fait en sorte que Londres continue même de soutenir une croissance de population importante grâce à ça. Mais puis c'est pas juste à Londres. Après ça, les gens s'inspirent dans d'autres villes, puis là, c'est l'article qui vient après. Ce qui est fou, là, c'est que dans l'Angleterre, en général, tu as une explosion de la construction, puis ça mène à, jusqu'à 1890, une super grosse baisse. Tu prends un graphique de la mortalité de tout ce qui est waterborne diseases, les maladies contagieuses par l'eau, il y a un déclin vraiment phénoménal. Mais c'est quoi qui est impressionnant, Vincent? C'est que c'est encore de même aujourd'hui. Tu sais, dans la ville de Lévis, présentement, tu as un moratoire sur la construction depuis le mois de novembre. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Les eaux usées ne fournissent pas. Il manque d'infrastructures pour les eaux usées. That's it, that's all. Ils sont tellement fourrés avec ça qu'ils ont été obligés de mettre un moratoire. Ça nuit au développement économique de ne pas avoir des bonnes installations de traitement d'eau usée. Encore en 2025. Là. On se fait encore surprendre par ça. Là.
Oui, puis écoute, il y a plein de. On pourrait parler. J'ai commencé, en fait, avec. Parce que je fais ça avec une co-auteure qui s'appelle Nikki Tynan, qui est une experte de Economics of Water. Elle était à la Banque mondiale, puis elle travaillait là-dessus. Puis on a commencé à se dire, Chris, il y a bien des choses à faire. Puis cet article-là, c'est comme le point de début. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que les eaux, là, ils ont de la marde dedans. Ça, ils sont déversés dans les rivières. Puis c'est partout en Angleterre que ça se fait, ces projets-là. Puis à un moment donné, il y a comme une question, pourquoi est-ce que la mortalité, surtout de la principale maladie qui est transmise par l'eau, la typhoïde, elle a arrêté de diminuer. Puis elle a comme arrêté de diminuer pendant comme 20 ans. Comme un gros, gros plateau. Puis après ça, elle a recommencé à diminuer. Puis ça, c'était un puzzle en histoire économique de pourquoi il y a un plateau, là, les installations continuaient de monter. Bien, il y avait deux choses. Un, tu avais les bénéfices de l'eau courante qui émergeaient, mais tu avais aussi un coût qui commençait à émerger en même temps, qui était celui de... Les Anglais aiment tellement les fruits de mer que si tu déverses des fruits de mer, puis là, si tu peux passer à l'image du... Là, t'arrives aux huîtres bientôt. Si tu chies dans tes fruits de mer, c'est sûr que c'est... Ben, exactement, mais il faut que tu saches que ça pareil. C'est les huîtres et les anguilles sont des poissons qui sont pêchés dans les rivières comme la Tamise, mais c'est deux types de produits-là que les pauvres Anglais aiment énormément. Si tu les fais bouillir, toutes les bactéries vont mourir et ça ne crée pas de problème, mais ils vont vivre. Mais ils vont vivre avec la marde. OK? Ils n'ont pas de problème à vivre avec de la marde. Puis si tu les moules, vu que tu fais bouillir ça dans l'eau, puis là, il faut que tu attendes ça ouvre. Ben, c'est différent d'une huître que tu manges crue. Ben, l'affaire, c'est que les moules, tu ne les fais pas cuire assez longtemps pour tuer la bactérie. Ah oui, c'est vrai, il faut que ça cuise, il faut que ça bouille, mettons, au moins 10 minutes. Tandis que l'anguille, c'est vraiment quelque chose qui est mangé très bouilli, ça. Exactement, ou fried. Donc, les Anglais, le petit poisson qui est en bas, ça s'appelle du whitebait. C'est des poissons qui n'ont pas exactement leur maturité. Les Anglais sont particulièrement friands du whitebait. Mais ça, c'est les petits poissons des chenaux qu'on appelle ça? Je pense que ça serait ça l'équivalent. J'ai jamais mangé ça avant d'aller en Angleterre, donc je ne sais même pas c'est quoi le nom en québécois, mais c'est vraiment bon. Mais la manière que les Anglais le font, c'est que t'es crises dans l'huile. Puis l'huile est à 400. Là, puis le poisson, s'il y a une bactérie là-dedans, it's dead. OK? It's just dead. Mais les gens n'étaient pas encore super conscients de ça. C'est un peu plus gros que ça, les petits poissons des chenaux. Là. Ouais, je pense que c'est plus gros, mais je ne connais pas la traduction. Là, mais ça, c'est du whitebait, ça s'appelle. Mais les huîtres puis les moules, eux, leur processus, c'est que c'est des bottom feeders, mais la manière dont ils font, c'est qu'ils vont collecter les eaux autour d'eux et ils vont faire du filtrage de ces eaux-là pour les nutriments qui sont dans l'eau. Les autres ramassent toute la marde, là. Exactement. Ouais, c'est comme une barbotte, autrement dit. Dans les technologies de nos jours, c'est très facile de nettoyer des huîtres polluées. Tu fais de la dépuration. Donc, tu les mets dans une tank d'eau propre, puis l'eau doit circuler. Donc, tu dois enlever l'eau sale, la refiltrer, puis repasser de l'eau propre. Puis, s'ils vivent à peu près 96 heures, donc c'est à peu près 4 à 5 jours, dépendant de la grosseur, mais au minimum 4 jours. Après 4 jours, ils sont dépurés parce qu'ils ont sorti tous les pathogènes dans eux. Même chose avec les moules. Les homards aussi peuvent dépurer, mais le homard, tu peux souvent tuer la bactérie si tu le fais bouillir. On le fait bouillir pas mal, lui. Il est pas pire. Il est moins risqué, mais il y a encore quand même des risques. Là, tu peux quand même pogner de la salmonelle, mais c'est particulièrement criant comme problème chez les huîtres et les moules. Et les huîtres et les moules, c'est la chose que les Anglais aiment le plus. Okay? Puis quand je te dis qu'ils adorent ça, si tu descends genre juste 2 images, là, parce que je ne l'ai peut-être pas mis dans le bon ordre. J'ai peut-être j'anticipe de quoi que tu vas dire, là, mais c'est-tu pour ça que mettons, si tu vas en Nouvelle-Angleterre, donc dans le coin de Boston et compagnie, le plat traditionnel là-bas, c'est la fameuse clam chowder. Là. Donc, les chaudrées de palourdes là, dans le bol en pain et tout ça. C'est un héritage culturel britannique, oui. Oui, c'est ça, mais c'est cuit, c'est cuit de chez cuit, là. Dans le sens d'une soupe que tu fais qui est sur le rond pendant longtemps. Là. Je sais pas c'est quoi l'origine du clam chowder en termes de date, mais c'est sûr que si tu le fais bouillir aussi longtemps, la bactérie est morte. Donc, ça règle. Hey, moi, depuis que tu as mis l'anguille sur le PDF, j'arrête pas de penser à Maïté. Ah oui, c'est vrai. Oui. Fais-tu jouer ça dans un trio avec Pierre? Oh oui, je me souviens. Mais j'ai essayé de l'anguille
c'est pas fameux, man. C'est moche. Hein? Ouais. Ben, Ben, quand t'as faim, c'est- tout se mange, apparemment. Là, mais, Non, mais c'est plus que le goût. J'avais trouvé ça comme. La texture, en fait, me dégoûtait, puis le goût était. C'était comme manger du poulet, mais des os. Tu sais, c'était comme. Si une poule avait grandi dans l'eau, ça serait une anguille dans ma tête. Ouais, ok, je comprends. Mais sans la texture, le fun. Tu sais, pas de goût, puis une texture weird. Puis c'est pour ça que les Anglais, ils mangent ça jellied. C'est apparemment la manière qu'ils le mangent. Jello, genre gélatine? Ouais, ouais. Jellied Hills, c'est la manière. Les Québécois mangeaient ça aussi comme ça avant, pendant la période de la Nouvelle-France. C'est the more you know. Mais anyways, si tu descends un peu, juste pour montrer, là, que te dire à quel point c'était populaire, ça, c'est des images, le Oyster Stall de Londres. Là, ce que tu vois, là, pour ceux qui sont au visuel, il y a deux Attends un peu, personnes. t'avais de la cuisine de rue avec les huîtres? Ben oui, à l'époque, ça s'appelait Oui. les coastermongers. Les gens qui travaillaient, ils n'avaient pas le temps d'aller rentrer à la maison pour cuisiner. Fait que tu avais plein de petits commerces de rue qui n'étaient pas comme tu penses aujourd'hui à des camionnettes. C'était des gens qui avaient une table au milieu de la rue, puis ils avaient un bucket. Puis s'ils vendaient des huîtres, c'était un bucket avec de l'eau, puis les huîtres dedans. T'as encore Après ça à ça- Londres avec les vendeurs de peanuts. Là. Exactement. Il y en a partout. Des gars qui. Tout ce qu'il y a, c'est un petit chariot, puis il y a des peanuts grillés là-dedans, puis ils vendent des copes de peanuts au monde. Exactement. Puis si tu Comme les regardes- marrons. Hey, c'est-tu pas bon, des marrons? Ah, J'ai jamais mangé ça, moi. J'ai déjà mangé ça, je pense, à Montréal. Un gars qui vendait ça, genre des marrons chauds. Puis... Ah, mon père, les c'est franchises, le je nom. pense, ouais. Mon père fait ça à Noël chaque année. Ça me lève le C'est cœur. dégueulasse. Et Ça c'est sent quoi, bon. c'est quoi à base? C'est pense que c'est fait une noix. avec quoi, ça? C'est une noix? C'est une noix. OK. Oh, On oui, va mais... checker ça, on va dire ça. Anyways, fait que là, Yann, son écureuil est parti. Je sais rien Mais- qu'à ça dans ce show-là. Ben, en fait, non, tu sers à plus que ça. Notamment taiser le péquiste, qui est quand même une grosse valeur ajoutée. Il ne faut jamais n'oublier que c'est une valeur ajoutée en soi de taquiner le péquiste qui est Vincent Geloso. Parce que, je veux dire, sinon, qui me C'est des garderait? châtaignes issues de châtaigniers. Ah, OK, c'est des châtaignes, mais ça, c'est des Ouais. trucs que tu as dans l'eau, ça? Ben, les fameuses châtaignes d'eau, là, c'est des petites boules là, que tu as dans les... Non, ça, OK, non, c'est pas la même Je chose? pense pas que c'est la même chose. Là. Ok. En tout cas, on Anyway, est en train. Fait que si tu regardes sur l'image, là, juste pour te montrer, là, si tu vois les gens, là, le gars, il a son veston, il a un beau veston, mais il y a des trous dedans. Tu vois qu'il est un peu déchiré. Tu vois qu'il est usé. Donc, il est quand même propre. Ben, ça, c'est quelqu'un qui est classe moyenne et beaucoup plus bas. OK? C'est pas des gens riches et la consommation d'huîtres est en fait très populaire dans les classes travaillantes. Et tu vois sur la table aussi que c'est généralement servi avec du sel, peut-être un peu de citron, certaines choses comme ça. Mais en gros, tu achètes une huître, puis c'est à peine 1 pence l'huître, puis tu t'amuses. Mais les gens mangent ça, mais le goût, le goût, c'est celui de la brine en anglais. Donc, je sais pas c'est quoi en français, mais La châtaigne est un fruit sec. OK. Puis, mais tu vois que c'est tous des petits commerces. Fait que c'est la consommation du truc qui mange de la marde, puis qui synthétise dans sa chair la salmonelle, donc l'origine de la typhoïde. Ben, c'est la vaste majorité des Britanniques à Londres qui mangent ça, puis dans d'autres villes. Puis au cours du 19e siècle, Là, où est-ce que tu t'en vas, là, c'est que là, ça arrête. Tu fais des meilleures installations de filtration des eaux. Puis tu crées un problème que tu t'attendais pas. Puis là, tu te ramasses que là, tu finis par baisser les morts, mais à un moment donné, ça l'arrête de baisser. Mais c'est-tu parce que ça prend une vingtaine d'années avant que la marde sorte de ces huîtres-là? Ou Non, c'est parce que tu as encore l'effet de l'eau courante positif, mais en même temps que lui continue de baisser. on mange de il plus en baisse. plus d'huîtres en même temps. Exactement, puis tu as de plus en plus de gens qui vivent à Londres. Donc, ce que tu as, c'est comme deux forces. Une qui est de moins en moins forte, donc celle de... Ouais, le principe du 80-20, là, les premières installations que tu fais sauvent tellement de vie que tu as Exactement. eu les gros bénéfices, puis là, tu es dans la marge tranquillement, pas vite. Exactement, mais le coût, lui, celui de déverser des eaux usées, où est-ce que les huîtres et les moules et les clams, donc les... C'est quoi? Ben, des clams, hein. les huîtres, c'est les clams, puis les oysters, c'est les... Non, il y a... Ah, il y a les clams, c'est pas lourd. Palourde, c'est ça, oui, merci. c'est ça. Merci. Pas la palourde royale, mais la palourde Non, royale, c'est ça, techniquement ça, fait. c'est- Mais elle n'est pas native de l'Angleterre. Non, c'est ça. mignon, là.
Pour tous les Québécois, allez voir Pauvre Palourde Francis Pellier. Royal. C'est son highlight de carrière. Ouais. Mais là, fait que là, tu as de plus en plus de gens qui consomment énormément de huîtres, moules, palourdes et tu as de plus en plus de déversement donc dans ces eaux-là et ça crée une force à la hausse qui annule les baisses qui venaient de d'autres aspects des améliorations. Et les gens ne sont pas au courant au début de ça, de cette connexion-là. La théorie des germes n'est pas particulièrement développée. Et la connexion entre les fruits de mer et la typhoïde, les gens ne la comprennent pas. Il y a quelques articles qui commencent à sortir, British Medical Journal, 1885, 1895, mais ça ne va pas dans le grand public. Mais il y a des cas qui commencent à devenir absolument clairs. Puis là, à un moment donné, il y a des mentions dans les médias où est-ce qu'il y a des événements très médiatisés, notamment, puis là, c'est dans l'image ici, j'en ai une particulièrement drôle, Osteria, Osteria, Billingsgate, Fait que là, collapse of trade, les gens capotent parce qu'il y a eu un dîner de Noël qui a été super, où est-ce que les huîtres ont été servies, et elles étaient toutes contaminées. Il y a quelques personnes qui sont mortes. Mais là, le lien est évident dans la tête des gens et il est hyper médiatisé. Et là, il y a une réaction incroyable. Puis si tu descends un autre slide juste pour montrer, ça, c'est le nombre de mentions dans tous les journaux britanniques. Fait que moi et Nikki, on a passé beaucoup de temps. On n'a pas appris à mieux nettoyer les huîtres, c'est que les gens ont été conscientisés que c'était dangereux. Exactement. Les gens immédiatement comprennent qu'il y a un danger. Tu as un gros surge qui émerge dans les mentions jointes de typhoïde et shellfish. Et les gens capotent. Puis si tu descends encore une autre slide, ce que je montrais pour les gens à l'audio, c'est le nombre de mentions médiatiques dans les journaux de Londres, puis c'est gros. Mais ça, là, pour un économiste, il y a un problème. Okay? Parce que ça s'appelle Market for Lemons. C'est que si tu as deux biens qui sont à côté l'un de l'autre, mais que tu n'es pas capable de savoir la qualité des deux biens, les gens vont prendre la moyenne des deux. Puis ce qui va se passer, c'est que celui qui vend le bien de meilleure qualité, qui a des coûts plus élevés, va juste quitter le marché. Fait que tu vas juste avoir un marché de marde. Puis ça, c'est pourquoi tous les chars usagés sont de la marde. Puis que les bons chars usagés, tu n'es pas capable. C'est ça que la théorie disait initialement, mais si tous les bons chars usagés, c'est de la marde, tu sais pas. Tu n'es pas capable de distinguer les bons chars usagés des mauvais chars usagés. Tout ce qu'il y a, c'est des vendeurs de marde de chars usagés. Bien, c'est la même chose ici. C'est que le problème, c'est que tu ne pouvais pas déterminer facilement d'où vient une huître. Est-ce qu'une huître vient d'un endroit qui est contaminé ou est-ce qu'elle vient d'un endroit où ce n'est pas contaminé? Est-ce qu'elle est pêchée dans des endroits propres ou dans des endroits pas propres? Puis tu ne peux pas savoir ça très, très facilement. Le consommateur. Il faut le mélange avec les pêcheurs aussi. Oui, puis non seulement ça, mais la manière dont les marchés fonctionnaient à cette époque-là, tu vas voir, je vais donner plus de détails sur comment la solution est émergée, parce que je dis qu'il y a un problème et il va y avoir une solution, puis c'est une solution privée. En fait, c'est une solution publique-privée. Mais le problème est là, puis quand tu as un marché comme ça, quand tu as ce problème-là d'incertitude, donc ce qu'on appelle une asymétrie d'information. Le client ne peut pas savoir la qualité facilement du produit, mais le producteur, lui, peut le savoir, puis il peut bullshiter les gens. Es-tu en train de dire qu'en 1850, il n'y avait pas d'avis Google? Il n'y avait pas d'avis Google. Il n'y avait pas d'étiquetage non plus. Il n'y avait pas d'étiquetage non plus. C'est en français? Ben, écoute, je ne sais pas si c'est en français, mais comme c'est Londres, je vais positer la possibilité que la réponse est négative. OK. Mais quand ça leur cuisinier était français. Les cuisiniers des gens des élites étaient français. J'allais faire un commentaire sur la nature de la société anglaise. Les élites anglaises sont en fait françaises. Il faut juste le connaître. C'est un fait. Okay? C'est le résultat de 1066, l'invasion des Normands. Les élites anglaises sont tous des descendants français. Le reste, c'est vraiment des anglo-saxons. C'est très, très différent. Mais ici, ce que tu vois, c'est que le marché quand tu as une asymétrie d'information, le marché devrait s'effondrer. Okay? Le marché va cesser d'exister et il ne va que rester que les mauvais producteurs. Puis ici, ce que tu vois, ce que je montre, pour les gens qui sont à l'audio, je montre le graphique de la production, de la valeur des huîtres, des fruits de mer vendus en Angleterre. Puis tu vois qu'avant le scandale Osteria de 1903, c'est assez stable, c'est assez haut. Il y a peut-être même une petite tendance à l'augmentation. Puis là, il y a comme une grosse baisse. Genre, en une année, une baisse colossale de l'industrie. Puis c'est
tout lié à l'événement que je viens de mentionner. C'est une baisse de demande subite. Exactement. La courbe de demande, c'est juste rentré à l'intérieur. Et dans l'article, si les gens veulent regarder, en bas de Osteria, il était écrit « Collapse of Trade ». Les gens disaient que l'industrie va s'effondrer, que tous les milliers de pêcheurs qui vivent de ça vont être mis hors d'emploi. Une grosse partie du marché des pêches va s'effondrer. C'est aussi des exportations. Et là, tu as une panique complète. Là, tu te poses la question, bon, OK, bien, le marché devrait avoir disparu. La théorie dit que le marché devrait avoir disparu à moins que quelque chose d'autre arrive. Mais si il y a toujours quelqu'un qui a faim quelque part. Bien, si tu regardes le graphique, il y a une reprise après. Le marché reprend. Il y a une récession en passant en 1907. C'est pour ça qu'il y a un autre déclin. Mais l'industrie n'a pas disparu. Là. Elle a continué d'émerger. Et elle est même, si tu la prends en pourcentage de toute l'industrie des pêches, elle est en fait stable après 1903. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la théorie, puis ça, c'est ce que je t'avais de mentionner, c'est que la théorie dit que si tu es capable d'avoir quelqu'un qui fait un profit à signaler la qualité, donc qui est capable d'envoyer un signal au consommateur, puis ça, c'est ce qu'on appelle des marques de commerce, no shit. Des vins d'appellation contrôlés. Exactement. Donc, tout ce qui est marque de commerce, c'est un signal. Si tu es capable d'envoyer un signal cheap aux consommateurs, les consommateurs sont peut-être même prêts à payer un premium, un prix plus élevé pour la garantie de qualité. Et le groupe qui faisait ça, puis là, descends une slide, je vais montrer le... Mais là, à partir de 1903, on sait exactement c'est quoi le problème des huîtres contaminées. On sait où est-ce qu'on les pêche, que c'est problématique. On sait où est-ce qu'on les pêche puis que ça va bien. Là. Ben écoute, tu t'en vas exactement où est-ce que je veux m'en aller. Là, ce que je montre ici, c'est le grand marché de Londres, Billingsgate. Et il existe encore aujourd'hui. C'est le marché central du poisson. Les gens amènent le poisson là. Tu as des encans. Ça sent bon. Ah non, ça sent absolument atroce. Puis des descriptions historiques de la place, c'est pas le fun. Ça sent... The smell is pungent. c'est le terme typiquement britannique pour oh, it's very pungent. C'est un beau mot pour dire ça sent la crise de la merde, tabarnak. Mais ce marché-là, c'est une possession de la ville de Londres, mais les opérateurs, c'est une firme privée, qui est en fait une organisation qui s'appelle le Worshipful Fishmonger Company, qui existe depuis l'époque médiévale, qui était avant une guilde, qui avait un monopole d'État, mais elle n'a plus de monopole et son seul rôle, c'est de gérer le marché. Donc, elle est en charge de la gestion du marché. C'est pas une société... Comme si une municipalité ou une ville donnait la gestion à un genre d'OSBL de quelque chose. Ben, c'est comme les aéroports au Canada. C'est littéralement comme les aéroports au Canada. Ils gèrent une installation publique au nom d'une entité publique, mais l'entité qui gère, elle est privée. Puis dans ce cas-ci, c'était un non-profit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont qui gèrent ce marché-là, les membres, ce sont tous des grands marchands d'huîtres ou de poissons. Okay, ouais. Fait que là, eux, ils disent, ben, on a cette installation-là, cette espèce de shopping mall incroyable. Si on dit qu'on garantit la qualité, puis ce qu'on va faire, c'est que nous, on va embaucher un bactériologiste. Ils ont embauché un des premiers bactériologistes d'Angleterre, un gars qui s'appelait Edward Klein, et il était en charge de faire des inspections. Et il envoyait, lui, une équipe aller dans les sites principaux et lui testait les eaux locales pour savoir si on pouvait admettre des huîtres de ces endroits-là. Là, tu es en train de dire qu'on est capable de faire ça sans le gouvernement, toi, là? Oui, oui. Puis ils l'ont fait en moins d'un mois. Donc, la minute que la nouvelle... Attends peu. C'est vraiment rapide, là. En un mois, dès que la nouvelle connecte, Klein avait déjà commencé, le bactériologiste avait déjà commencé à travailler là-dessus. Et il avait écrit sur le sujet, il s'était prononcé en public. Et il était même critique un peu des pratiques des marchands de Billingsgate. Puis quand la connexion était absolument claire, les marchands de Billingsgate l'ont embauché et ils ont dit, tu vas nous dire quel site on n'autorise pas à cette place-là. Et c'était Il y avait un désir d'être bon. Parce qu'ils trouvaient que c'était pas une bonne stratégie de marketing. C'est pas une bonne idée. Ouais. T'as donné mon punch, man! Ben ouais, mais là, je te vois là. raison.
Je voyais Ah non, venir, ouais. c'est ce qu'on dit souvent avec le fentanyl. Là, tu sais, ce serait peut-être le fun, t'arrêtes de tuer ta clientèle, la petite tata. Là. Ben, c'est à peu Ben, près ça. ben, tu sais, Mais, c'est un peu mais, ça, là. mais ils étaient super, ils étaient vraiment innovateurs dans la manière dont ils l'ont fait. Ils ont financé de la recherche dans la dépuration, parce qu'à l'époque, la dépuration, ce qui est la pratique courante maintenant pour purifier des huîtres, était trop coûteuse. Alors, ils ont commencé à financer ça. De manière à trouver des nouvelles pratiques plus simples pour ne pas exclure certains sites puis qu'on puisse le faire sur place. Ils encouragent, ils font des poursuites, donc des marchands qui les ont floués, qui viennent sur place pour vendre à Billingsgate, mais qui leur ont menti de sur où ils ont pris les huîtres. Ils les amènent en cours. OK, puis là, il y a de la coercition. Là. En fait, Coercition privée. ben, c'est pas de la coercition privée, c'est que tu as utilisé mes installations, on avait un contrat, Non, tu je as sais. violé le contrat. Tu sais, tu as un système d'inspection, d'amende, si on veut, de poursuite, ainsi de suite. Yep. Tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est comme si tu avais une force policière très dédiée à un objectif très précis. Et je veux dire, c'est une forme de coercition privée, pareil. Là. Ben, c'est un contrat. Je sais pas si j'appellerais ça de la coercition. Non, Je mais je trouve ça correct. C'est pas péjoratif ce que je suis dis. pas sûr que j'utiliserais ce mot-là, parce que coercition, c'est que quelqu'un qui se fait punir contre quelque chose qui n'était pas. Dans le contrat social. Ben, contrat social, ça n'existe pas. Mais un contrat que tu as signé volontairement, ça n'existe pas, le contrat social. C'est un asti de I bullshit. know, man. Ça me fait tellement fâcher. Écoute, j'ai beaucoup d'archives. J'ai jamais trouvé mon contrat social. Je l'ai perdu à un moment donné. C'est C'est de son la certificat de bullshit. naissance? Lui, tu l'as. Hein? Ah ouais, mais ça, mon certificat de naissance conféré par le registraire du Québec, c'est ma signature, right? Quand je suis né, j'ai signé implicitement, mais j'ai signé. Laissons ça de côté, là, on ne fait pas de la philo, mais. Non, mais le point, c'est que tu sais, ta répression, un peu, d'une certaine façon, fallait que tu avais ton inspecteur, fallait que tu détectes le marchand qui était contre le contrat, qui allait dans le contresens du contrat qui était signé, si on veut. Fallait que tu aies une rétribution devant les palais de justice, ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, c'est des formes de solutions privées. Tu sais, c'est pas juste d'avoir une réglementation. Il faut que tu l'implémentes, cette réglementation-là aussi, mais tu n'es pas obligé d'avoir le gouvernement pour le faire. Là. Tu peux le faire toi-même. Là. Exactement. Puis je rajoute une chose à ce qui était fait par le Billingsgate. Fait que c'est un PPP. Là. Tu vois, en classe, c'est un PPP. Mais tous les membres qui sont dans le PPP, ils ont intérêt à assurer la qualité parce que si tu n'envoies pas le signal, tout ton marché à toi s'effondre. Si tu envoies un signal, il y a même un effet positif dans le sens que tu augmentes, tu permets au marché de se segmenter. Si les gens veulent payer moins cher, mais prendre le risque, donc si tu veux manger des huîtres, mais tu veux les faire genre au style Rockefeller. Le style Rockefeller, c'est que tu as besoin de les faire cuire. Si tu es fait cuire, le problème n'est pas là. Pourquoi tu irais acheter les premiums? Le premium étant payé pour la qualité des os. Mais si tu es pour le faire cuire anyways, ben j'ai pas besoin d'aller là. Je vais aller à la place cheap qui porte un risque. Mais comme je vais le cuire d'une certaine manière, c'est pas ça. Fait que le marché se crée en deux portions. Tu as la portion low quality, ou dans laquelle la dimension des sites n'est pas importante. Puis tu as la portion que les Des gens. bonnes huîtres remplies de matière fécale. Ben, la bactérie est tuée. Donc, le problème est réglé. Mais le marché se segmente. Donc, tu as même une expansion d'un marché pour les huîtres cuites à cette époque-là. Donc, tu vois l'arrivée à Londres des Rockefeller Oysters, qui étaient en fait avant typiquement américains. Les Britanniques commencent à manger ça. Donc, tu as deux marchés qui émergent, séparés l'un de l'autre, à cause de cet effort-là. Tu as aussi un changement de où les huîtres sont produits en Angleterre. Avant, tu avais plusieurs petites compagnies, et là, ce que tu as, c'est des grosses compagnies qui ont des grosses économies d'échelle, mais qui exploitent des sites beaucoup plus lointains, notamment en Écosse, notamment dans le sud de l'Angleterre, et même des fois des huîtres en haute mer, donc pas en haute mer, mais pas sur le bord de la côte, donc pas dans des places riveraines. Un peu moins d'égout proche. En 5 ans, là, toute la structure de l'industrie a complètement changé. Puis, si tu remontes au graphique, le nombre de mentions a disparu. À partir de 1920, il n'y a plus un Anglais qui pense à la possibilité. Celui où est-ce qu'il y avait les mentions médias. Ah ouais, lui.
Ça a Quand disparu. même. Les gens continuent de manger des huîtres, ils continuent de manger des moules et des palourdes, ils continuent d'en manger en quantité industrielle, mais le sujet a complètement disparu parce que l'industrie s'est autorégulée de cette manière-là. Elle a créé une solution, même si c'était une sorte de partenariat public-privé, c'était une solution où est-ce que l'État a fait quelque chose, mais il a utilisé le privé. Puis le Gilles Autry dirait, ben, est-ce qu'il y a des barrières à l'action privée? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y avait une installation qui était utilisée, qui était la possession de la ville de Londres, et qui a été utilisée, mais qu'il y avait un groupe, qui avait une incitation très forte d'un groupe privé pour faire des profits, de régler le problème. Donc, le problème, c'est résolu. Puis, ce qui est vraiment hot, c'est que tu le vois dans les prix. Pendant la période, quand la demande s'est effondrée, le prix des huîtres s'est juste effondré aussi. Puis tu le compares au prix d'un animal, qu'on sait que le problème n'est pas là, notamment les anguilles. Ce que tu observes, c'est que le prix des anguilles, lui, augmente relativement à celui des huîtres. Mais après que le problème, que l'industrie a envoyé son message de contrôle de qualité, le prix des huîtres recommence à augmenter. Parce que la demande recommence à augmenter aussi. Donc, ce que tu observes, c'est, ben Chris, le problème, c'est réglé. Sinon, tu n'aurais pas vu ce pattern-là dans les prix. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que ça a été résolu à peu près. Les solutions ont été déployées en 3-4 mois, même pas. En 1 mois, ils avaient fait le gros. Le reste a été fait dans les 2 mois subséquents. Puis en 2-3 ans, les gens étaient convaincus que, OK, regarde, ils ont des efforts substantifs qui sont faits. Si on les achète à Billingsgate, c'est réglé. C'est les autres marchands qu'on ne peut pas faire confiance. Puis graduellement, même les autres marchands ont commencé à dire, j'ai embauché mon propre bactériologiste. Fait que tu trouves des gens à Belfast qui, dans les nouvelles, disent, oh, on n'est pas à Billingsgate, nous autres. Mais, on a embauché un bactériologiste et il certifie la chose. Fait qu'il commence à faire ça et le problème se règle complètement tout seul. Mais par contre, juste à la veille de la Première Guerre mondiale, le gouvernement est encore en train de parler de comment régler le problème. Non, t'as peu, t'es pas sérieux. Je suis absolument sérieux. Ils ne sont pas capables de comprendre ce qui s'est passé. Ils sont en retard. Ils parlent d'une solution. Ils parlent de financer ce qu'on appelle des sanatorias, ce qui est de la dépuration. Et ils sont là. Il faudrait qu'on donne des subventions pour avoir des installations. C'est pas une joke! C'est pas une joke! C'est pas une joke, les gars! C'est vraiment pas une joke. Ils parlent. Là, c'est 10 ans après que le problème s'est réglé, là. Puis. T'es pas sérieux. Il faut qu'on subventionne ces sanatorias qui existent pour faire de la dépuration. Puis le problème, c'est que présentement, l'industrie nous dit que c'est trop coûteux de faire de la dépuration. Puis ils sont obligés d'exclure certains sites qui sont contaminés. Puis, on aimerait ça les subventionner comme ça. Ils ont toutes les installations, puis on pourrait réduire leur coût de dépuration. À l'époque, t'avais-tu des écolos qui disaient c'est parce qu'il y a trop de monde? S'il y avait moins de monde à Londres, il y aurait moins de kékas dans l'eau. Écoute, je suis sûr que je peux en trouver un. C'est pas le sujet, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Il y a tellement de monde à Londres à cette époque-là que je suis sûr qu'il y a un cave qui a dit ça. C'est sûr que oui. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit quelque chose de même à ce moment-là, ce qui était très important. Probablement pas, mais je n'ai pas trouvé de mention très, très claire de ce que tu dis, mais ils sont en retard. Puis il y a une raison très simple pour ça, c'est qu'à l'époque, à Londres, il faut que tu te rappelles que le problème vient du déversement des installations publiques dans les eaux locales. Mais là, c'est qui a la responsabilité? La raison que le gouvernement n'est rien capable de faire pendant la première décennie, puis qui parle 10 ans plus tard de financer la dépuration, c'est qu'ils ne savent pas qui, puis ça c'est la dernière slide, excuse-moi, celle-là je vais y revenir après, là, mais c'est qui a le pouvoir de gérer ça? Est-ce que c'est le gouvernement national avec le Board of Trade ou est-ce que c'est les collectivités locales? Puis si c'est les collectivités locales, parce que c'est eux qui ont les installations d'eau, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait reconstruire tout le système d'infrastructure qu'on a construit en 1860, 70, 80? Tu as des gens qui disent oui, il faut tout reconstruire. Puis il faut faire un paquet de dépenses publiques pour tout reconstruire. Il y a vraiment des gens qui disent ça, même si le problème il est réglé. Ils disent qu'il faut dépenser, mais les deux niveaux de gouvernement se renvoient la balle pendant plusieurs années et ultimement, ils ne font absolument rien.
Ils font absolument rien. Ils font aucune action. Même s'ils parlent de subventionner la guerre, se déclarent, le sujet disparaît complètement de leur attention. C'est fou comment le monde change en 125 ans. C'est fou. C'est absolument fou. Mais ce qui est vraiment hot, c'est que dans tout ce que je viens de vous conter, là, regardez, là, Gilles Autry, on le ramène. Il y a un problème. Le problème, c'est que il y a des eaux contaminées qui polluent les gens, puis que si le problème n'est pas réglé, la seule manière que tu t'exclus, que tu règles la chose, c'est que tu élimines complètement l'industrie des fruits de mer. Fait que c'est quoi la solution? Ben, tu pourrais dire, ben, l'État pourrait faire X, Y, Z. Oui, mais attends, on va se poser la question, est-ce qu'il y a une solution privée? Ben, une solution privée, ça implique qu'il doit y avoir un acteur qui fait un profit de solutionner le problème. Ben ici, on est à la deuxième étape. La réponse, c'est oui, on n'a pas besoin de rien faire. Le gars qui avait le marché Billingsgate, lui, envoyait les gars, ben pas lui, le gars, là, mais le groupe d'entrepreneurs qui gèrent le site public, ils font un profit. C'est-à-dire que eux, tous les poissons qui sont achetés à Billingsgate, leur crise de huîtres, en fait, si tu règles le problème, les gens viennent à Billingsgate puis achètent tes affaires. Si tu ne règles pas le problème, les gens ne viennent pas à Billingsgate puis ils n'achètent pas tes affaires. Fait que, tu sais, j'en ai un hostie d'incitation à régler le problème. Mais dans ce cas-là, je m'auto-régule et on essaye d'éliminer la possibilité de contamination en S'il n'y a pas faisant... de profit, est-ce qu'il y a un incitatif à régler le problème, Vincent? Non. Puis non seulement ça, mais je rajoute la première grande méthode de dépuration, j'ai découvert ça depuis que l'article a été fini, ça a été fait par un gars qui s'appelait Johnson, qui avait été faire un stage avec le gars qui était par Billingsgate. Fait que la recherche qui s'est faite après a construit sur les méthodes pour améliorer son parti d'efforts privés. Fait que, exemple incroyable d'une application de Gilles Autry, l'État n'avait pas de solution, il n'était rien capable de faire. Ces solutions qu'il proposait étaient complètement débiles. Donc, reconstruire toutes les infrastructures publiques, c'est très, très, très coûteux. C'est un effort massif. Il faut que tu le fasses dans tout le pays. Puis là, tu me dis, tu veux refaire ça pour régler ce problème-là. Là. Ben, en fait, moi, C'est un j'aurais problème, mais ce n'est pas le plus gros problème. Avez-vous des solutions simples à des problèmes complexes, M. Geloso? C'est ça. Ben, moi, c'est souvent le gouvernement qui a des solutions simples à des problèmes complexes. Moi, je m'attendais vraiment à ce que pendant un bout, je te voyais développer ton affaire, puis je me disais, c'est sûr qu'une des solutions proposées pour le gouvernement, ça va être d'interdire la vente d'huîtres. Exact. Ben, il n'y a personne qui en a parlé parce que le groupe est assez politiquement actif il est assez fort politiquement. Assez fort politiquement. Puis la raison que cette option-là n'était pas sur la table politiquement, c'est que Chris, c'est vraiment un truc que les Anglais consomment en quantité gigantesque. Mais ils ne pouvaient pas tuer du monde pendant 10 ans de temps non plus. Là. Alors, on s'entend que quelque chose de même arrive en 2025, mettons, dans une société qui n'est pas obsédée par la sécurité comme le Québec. Ça prend quelques semaines et la vente, quelques jours, et la vente d'huîtres est interdite. Là. Oh oui, puis mais c'est parce qu'au Québec, on n'est vraiment pas bon à faire l'application de... Mais encore une fois, le Gilles Autry ne dit pas d'État. Il dit quand est-ce que tu peux justifier l'État avec un haut niveau de certitude que tu ne vas pas empirer les choses, puis que tu dois passer à travers certaines solutions. Puis depuis, j'ai découvert un article que j'aime beaucoup qui s'appelle Two Views of Environmental Regulation. Puis ça établit vraiment la limite entre ce que l'État peut faire et ce que le marché peut faire. Puis le point que le gars fait dans cet article-là, John Asness, puis si les auditeurs m'envoient un message dans le chat, dans les commentaires, je vais mettre un lien vers un Dropbox pour les Patreons vers l'article, parce que je veux dire, c'est un article scientifique, mais il est très bien écrit, puis c'est un juriste. Ce qu'il dit, c'est que tu as deux manières de régler des problèmes environnementaux, comme celui-là, c'en est un. Un, c'est la voie législative où tu fais un ban, où tu restreins l'accès à la ressource, ou tu en as un que tu utilises... Ça peut être pratique dans le très court terme. Bien, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est la bonne manière d'y penser, je pense. La manière dont il dit, c'est que l'État est bon s'il y a vraiment une urgence. S'il y a une urgence, puis il y a une ampleur gigantesque. Parce que ça reste qu'il y a une forme de recherche et développement qui est faite dans la solution privée que tu as présentée avec les Oysters. Mais si on se rend compte que tu es en train de tuer tout le monde, bien de toute façon, en fait, tu aurais probablement banni quelque chose que les gens auraient juste arrêté de manger de toute façon.
Exactement. Tu n'avais même pas besoin de le bannir d'une certaine façon parce que les gens ne sont pas caves, ils lisent le journal. Ils auraient arrêté d'en acheter point. C'est ça. Le problème aurait pu. Le pire scénario, si l'État fait rien, c'est que les gens arrêtent d'en consommer. Fait que, tu sais, c'est pas le pire scénario, mais là, ça te met en tête, OK, mais c'est quoi les coûts de l'action de l'État? Puis est-ce qu'il y a d'autres choses entre les deux? Ben, lui, ce qu'il dit, c'est que l'État, s'il intervient, il peut répondre avec urgence et il peut répondre à des problèmes qui ont une grosse ampleur. OK? Puis que c'est difficile de Une méga inondation, si l'armée vient aider, ça risque d'être plus efficace que si on attend de faire des armées de bénévoles. Là. Probablement. Donc, tu as peut-être un temps de réponse plus rapide, puis ça fait du sens. Par contre, il dit le problème, c'est que l'État peut être capturé par des agents, tu peux avoir des intérêts politiques qui sont utilisés, donc il y a des inconvénients à l'action publique. L'action privée, elle, a des avantages, la flexibilité, l'expérimentation, le profit qui aligne les informations de manière plus claire. Le problème, c'est que le privé est un peu plus lent, d'une certaine manière, parce qu'il y a ce processus d'expérimentation-là, de tentative. Donc, la correction peut prendre du temps. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que quand tu fais, quand tu fais des solutions à ces problèmes-là, tu dois pondérer. Mais ce qu'il vient de décrire, c'est le Geloso Tree d'une certaine manière. Ouais. C'est la frontière entre l'État et le marché. Par contre, dans l'article qui est ici, là, je pense que si tu prends la ligne entre où est-ce que l'État commence puis où est-ce que le privé commence, les gens diraient, ben, c'est là qu'il faut commencer. Mais le problème, ils l'ont réglé en 1 mois, ils ont déployé la solution. En un autre 2 mois, ils ont déployé le reste de la solution. Puis en 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le problème était réglé. Ils ont été immensément plus rapides que l'État. Ils ont été immensément plus efficaces que l'État. Fait que, tu sais, prends les avantages et les inconvénients de la solution privée, puis les avantages et inconvénients de la solution publique. Tu peux utiliser toujours le même framework, mais l'exemple que je donne, c'est, Chris, les inconvénients du privé ne sont vraiment pas aussi gros qu'on pense. Puis les inconvénients du public sont beaucoup plus gros. Puis les avantages du privé sont encore plus gros que ce qu'on croit. Application du Geloso Tree t'amène à... Tu n'avais pas besoin de faire grand-chose. Très bon. Hey, on continue avec la partie Patreon. Après, n'oubliez pas non plus, oui, le livre d'Antoine Bernier, Les leçons du passé, Le piège du confort, toujours populaire sur Amazon. Le tome 2 s'en vient. Donc, si vous l'avez lu déjà, patientez, dans quelques temps, vous aurez le tome 2 également. Super bon roman avec des personnages issus de votre trio économique.